Les tristes images de ces bébés atteints de malformations à la tête ont fait le tour du monde. Depuis plusieurs mois maintenant, l'Amérique du Sud et les Caraïbes se battent contre un ennemi redoutable. Il ne dépasse pas 1 centimètre. Le moustique tigre est déjà vecteur de la dengue et du chikungunya. Il menace aujourd'hui le monde entier avec le fameux virus Zika. Au Brésil, il aurait déjà infecté des centaines de milliers de personnes. On va tenter de comprendre aujourd'hui, avec 2 éminents scientifiques, pourquoi ce moustique tigre est-il si redoutable et où en est-on du point de vue de la recherche pour tenter de contrer l'épidémie. Avec nous sur le plateau de 64 minutes, Annabella Fayou, bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse à l'Institut Pasteur en France, vous êtes entomologiste responsable de l'unité arbovirus et insectes valeurs à cet Institut Pasteur. Avec nous également un chercheur que vous connaissez bien, en direct de Montpellier dans le sud de la France, Frédéric Simard. Vous êtes également entomologiste, merci d'être avec nous. Vous travaillez à l'IRD, l'Institut de la recherche pour le développement. Vous êtes spécialiste des moustiques tigres. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce mot que j'ai prononcé, l'entomologie, c'est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude précisément des insectes. Et ça tombe bien, vous êtes l'un des grands spécialistes de ce moustique tigre. Qu'est-ce donc cet insecte? Pourquoi est-il si dangereux? Alors c'est un moustique, hein, vous venez de le dire, le moustique tigre, qui est très invasif. Il est dangereux parce qu'il est vecteur d'agents infectieux qui peuvent provoquer des maladies chez l'être humain, chez nous en l'occurrence. Et il est particulièrement sous les feux des projecteurs actuellement parce que c'est un moustique qui, dans les 30 dernières années, a envahi l'ensemble des continents. Originaire d'Asie, il s'est répandu en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe. Alors en Europe pour la première fois en Albanie en 1979, il est arrivé ensuite en Italie en 1990 et puis en 2004 en France. Pourquoi est-il redoutable? Je repose ma question. Est-ce que ce sont par exemple ces œufs, dit-on, qui une fois pondus peuvent patienter pendant 6 mois avant d'éclore et tout cela en pouvant voyager entre guillemets? Alors exactement, c'est cette propriété de ces œufs qui sont résistants à la déshydratation, à la déshydratation qui ont fait qu'il a pu être véhiculé d'un continent à l'autre comme ça aussi facilement. Il est également capable de se mettre en hibernation pendant l'hiver, c'est-à-dire qu'il est il disparaît totalement de l'environnement. On ne peut pas lutter contre lui pendant l'hiver. Il ne nous pique pas non plus, il n'est pas actif pendant l'hiver, mais pendant l'été, il se réveille. Et cette capacité à hiberner pendant l'hiver fait qu'il est implanté de manière durable maintenant dans des environnements de la zone tempérée. Alors vous le disiez, à l'origine on le trouvait en Asie, ce moustique tigre, Frédéric Simard, dont j'éviterai de prononcer le nom en latin qui est trop compliqué. Il est ensuite arrivé en Europe. Vous avez une explication, vous dites que c'est l'homme, la main de l'homme qui est responsable de sa prolifération. Comment? Pourquoi? Voilà, exactement. C'est un moustique qui a tout de suite compris l'avantage de s'adapter à l'homme et à son environnement. Vous savez que l'empreinte anthropique, donc l'empreinte de l'homme sur la Terre, est de plus en plus massive. Partout, on modifie l'environnement. On entre de plus en plus dans des endroits naturels qui sont remplis de virus, bien évidemment, et on va s'exposer comme ça aux virus, aux moustiques qui les transmettent. Le moustique s'est adapté à l'environnement urbain, à l'environnement humain. Il n'y a rien qui ressemble plus à une ville qu'une autre ville. Et nous avons de cette manière, avec l'expansion de nos villes, créé de nouveaux environnements qui n'existaient pas il y a encore 50 ou 100 ans, auxquels le moustique a pu s'adapter. Et en s'adaptant à nous, il s'adapte également à notre mode de vie, à nos moyens de transport qu'il utilise. Il utilise l'avion ou le bateau pour se déplacer d'un continent à l'autre. C'est un moustique qui pique le jour, donc il va nous suivre dans nos activités diurnes également. Il va rentrer dans nos voitures, dans nos moyens de transport, dans nos trains et être distribué comme ça aux quatre coins du monde et à l'intérieur des différents continents. Et ce n'est sans doute pas un hasard si le Brésil, vaste pays où l'on connaît la déforestation, mais aussi de grandes agglomérations, est l'un des plus touchés. Annabella Fayou, comment expliquez-vous à l'Institut Pasteur la propagation de ce virus Zika? Le virus Zika, comme on disait, c'est originaire d'Afrique. Il est sorti d'Afrique avec une grosse épidémie dans le Pacifique qui a été en fait mis en second plan dans l'actualité liée à la pandémie d'Ebola. Mais ceci dit, il y avait en Polynésie française plus d'un tiers de la population qui était atteinte. Ensuite, cette expansion vers l'Amérique avec l'entrée d'un cas importé et en présence d'une population de moustiques réceptive à l'infection, et notamment les moustiques Aedes aegypti, Aedes albopictus, et une population humaine qui est
complètement naïf vis-à-vis de l'infection. Donc en fait, ça lui faisait à ce virus une espèce de boulevard où il pouvait se propager facilement en présence d'un moustique qui pique essentiellement l'homme et avec des personnes qui ne sont absolument pas protégées vis-à-vis de ce virus. Alors vous avez évoqué l'Afrique. Zika, c'est le nom d'une forêt qui se trouve près de la capitale de l'Ouganda. Il est né il y a 69 ans, ce virus. En tout cas, on l'a identifié il y a quasiment 70 ans. On a évoqué 3 modes de transmission. Piqûre de moustique, le moustique tigre, c'est la voie essentielle à ce jour. C'est ce qui se dessine en tout cas. La voie sexuelle a été abordée notamment au Texas, même s'il faut être très prudent. On parle de contamination par le sang. Alors, il y a les femmes enceintes également. Alors, sperme, sang, salive, où en est-on aujourd'hui, Annabella Fayou? Écoutez, c'est un virus qui peut être détecté au niveau des urines, au niveau parfois dans le lait maternel, dans le sperme, mais la voie de transmission la plus importante, c'est via le moustique. Si le virus ne passe pas par le moustique, il n'y a pas d'épidémie aujourd'hui. Ouais. Donc forcément... Ouais. C'est-à-dire que quand bien même à l'avenir, on aura une confirmation de transmission sexuelle, c'est parce que l'un des conjoints a été piqué par ce moustique. A été piqué, infecté, et c'est toujours dans le sens homme-femme. Ouais. Et ça, ce sont la transmission sexuelle est vraiment anecdotique par rapport à la masse de cas que nous avons actuellement liés aux moustiques. Et à l'Institut Pasteur, sur votre site internet, je crois que vous utilisez le conditionnel, vous êtes prudent sur la transmission mère-enfant par rapport à ces cas de microcéphalie. Là, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est confirmé, c'est officiel, la transmission mère-enfant? Il y a une forte suspicion qu'une mère infectée pendant les 2 premiers trimestres de sa grossesse puisse transmettre le virus à l'enfant en entraînant ces anomalies au niveau du développement cérébral. Mais ceci étant, ce sont des études de corrélation. Il n'y a pas eu encore de cause à effet. Donc, c'est des études qui doivent avoir en cours, là, actuellement, à l'Institut Pasteur et dans d'autres institutions pour essayer de comprendre exactement comment le virus a pu induire ce genre de pathologie chez le fœtus. Et on retourne à Montpellier avec vous, Frédéric Simard. Vous travaillez en particulier avec le continent africain que l'on vient d'évoquer. Le continent africain est-il aujourd'hui menacé par cette épidémie de virus Zika? À partir du moment où il y a des moustiques compétents, comme vient de le dire Annabella Fayou, donc capables de transmettre le virus, on a un risque de transmission à partir du moment où le virus est introduit dans cet environnement. Donc l'Afrique est à risque, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que ce virus vient d'Afrique. Ça fait depuis 1947 qu'on l'a documenté, 1954 le premier cas humain. Il y a de la transmission. Le problème, c'est que on a les moyens de diagnostic pour diagnostiquer ce virus sont encore imparfaits. Et les moyens qu'on met aussi pour ce diagnostic ne sont pas énormes. Donc il y a certainement de la transmission qui a lieu même en ce moment en Afrique. Il ne faut pas oublier non plus qu'avec Zika, on a 80% de personnes qui sont asymptomatiques. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes infecté par le virus Zika à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a des moustiques, il y a le virus qui est originaire de ce continent-là, donc il y a un risque d'infection. De là à traduire ça en risque de complications, comme on parle du syndrome de Guillain-Barré, comme on parle de microcéphalie actuellement, il faut faire des recherches pour voir déjà établir ce lien de causalité avec le virus Zika et regarder également tous les paramètres de susceptibilité des populations humaines qui sont infectées pour voir les chances que ça dégénère en complications. Alors, que faut-il faire en attendant que les recherches avancent? Annabella Fayou, vous, à l'Institut Pasteur, vous développez de nouvelles molécules qu'on en appelle biocides. L'objectif, c'est de bloquer la métamorphose de la larve du moustique au stade adulte. Pour lutter contre la transmission du virus Zika, mais aussi d'ailleurs de la dengue et du chikungunya, vous travaillez aussi sur des moustiques, la fabrication de moustiques qui seraient incapables de transmettre la maladie. Là, on est dans le transgénique. Expliquez-nous. Donc, on va reprendre le problème au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système qu'on appelle un système vectorien avec 3 partenaires. Vous avez l'hôte, c'est-à-dire l'homme, vous avez le virus et vous avez le moustique. Donc forcément, pour pouvoir interrompre le fonctionnement de l'ensemble, il faut couper le contact de l'un par rapport à l'autre. Et dans le cas aujourd'hui, nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons pas de traitement spécifique. Et le seul moyen, c'est de couper le contact avec le moustique. Et nous avons à notre disposition des insecticides pour le faire. C'est-à-dire on va tuer le moustique pour diminuer les densités et de cette façon-là, on va diminuer les risques de contamination. Il y a des moustiquaires aussi également que il y a des moustiquaires également, il y a des répulsifs également pour éviter d'être piqué. Également, il y a le classique nettoyage des jardins pour enlever tous les gîtes larvaires, pour éviter que ces gîtes fonctionnent ou se développent les moustiques prolifèrent autour de chez soi. Donc l'objectif étant de réduire les densités de moustiques. Et réduire les densités de moustiques en utilisant des insecticides. Mais les populations de moustiques qui ont un temps de génération de 3
3 semaines, entre l'œuf et l'adulte, ont compris que cet insecticide, on pourrait essayer de s'accommoder avec. Donc, ils s'adaptent, ils deviennent résistantes. Ces populations résistantes aux insecticides, qu'est-ce qu'on fait? Donc, forcément, vu le contexte aujourd'hui, il n'y a pas trop de molécules qui marchent, c'est des molécules qu'on ne peut pas utiliser, il va falloir trouver des méthodes alternatives. Et une des méthodes alternatives, c'est essayer de trouver, au niveau de la manipulation génétique des moustiques, de faire en sorte qu'ils deviennent incompétents pour l'infection. C'est-à-dire, en fait, on va faire en sorte que le moustique ne soit plus capable de transmettre le virus avec le virus détecté de la salive de la femelle de moustique. Et rappelons que le paludisme, la malaria, c'est quasiment, il me semble, 2 millions de morts par an dans le monde, notamment en Afrique et en Asie. Frédéric Simard, méfions-nous, mais il y a toutefois une rumeur, c'est toujours pareil lorsqu'il s'agit d'épidémies. Certains disent, notamment sur Internet, que c'est justement la tentative de fabriquer un moustique transgénique qui aurait, au Brésil, justement, lancé cette épidémie. Qu'en est-il, selon vous? Éclairez-nous. Bon, je vous vois sourire tous les deux. Tous les sujets, il y en a tout le temps. Hein. Forcément, la théorie du complot, elle naît à partir du moment où il y a un point à discuter. Ouais. Donc ici, je tiens à rassurer qu'il n'y a absolument aucun rapport entre le lâcher de ces moustiques transformés génétiquement qui sont appelés à ne pas se développer dans l'environnement, et puis l'émergence de Zika. Il ne faut pas oublier que Zika au Brésil, c'est depuis le début de l'année 2015 qu'on en parle, comme Annabella l'a souligné. L'épidémie, elle ne date pas de 3 jours, ça fait plus d'1 an qu'on a de la circulation du virus maintenant. Donc, ce lien entre moustiques transformés génétiquement et transmission de nouveaux virus, c'est quelque chose qui fait peur. Ça fait partie des choses qu'on doit investiguer, bien entendu, quand on parle de moustiques transgéniques et de lutte contre les moustiques en général. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun lien de cause à effet, ça, bien entendu. Alors, on va terminer avec vous, Annabella Fayot. En moyenne, une femelle pond 500 œufs tous les 4 à 5 jours et ça peut vivre jusqu'à 1 mois, c'est ce que vous expliquez. Peut-être une réponse sur ce moustique transgénique, vous aussi? Écoutez, le moustique transgénique, ce sont des manipulations en laboratoire qui permettent d'augmenter l'immunité du moustique. Ouais. Vous vous êtes posé peut-être la question comment une femelle de moustique arrive à se développer. Celle qui pique, hein, pas le mâle, ouais. Pas le mâle, la femelle seulement, arriver à supporter jusqu'à 1 milliard de virus, particules virales. Est-ce que la femelle de moustique tombe malade ou pas? Donc son système immunitaire doit d'une certaine façon jouer un rôle là-dedans. Ouais. Donc en fait, l'objectif des travaux dans plusieurs laboratoires, c'est augmenter l'immunité de la femelle de moustique de façon à ce qu'elle nettoie de l'infection dès qu'elle pique quelqu'un qui est malade. Et comme ça, elle va arrêter la transmission. Et parce qu'en fait, un moustique tigre qui n'est pas infecté par le virus ne transmet pas de maladie. Hein. On est bien d'accord. Il faut qu'il soit lui-même porteur du virus. Merci beaucoup à vous, Annabella Fayot. Merci à vous, les moustiques. Vacciner les moustiques, on terminera par cela. Merci beaucoup pour que l'on comprenne bien, c'était une métaphore. Frédéric Simard, merci à vous. Vous êtes tous les deux entomologistes donc à l'IRD et à l'Institut Pasteur. Voilà donc en espérant que cela vous a apporté quelques éclaircissements sur cette épidémie de Zika.